Et il y a marqué Darmanin démission avec des doigts d'honneur comme ça. Et j'étais vraiment pas d'accord. Mélenchon. J'ai reparlé en mon nom avec ma propre voix en rendant drôle des opinions. On parle de sexualité, de ta sexualité, mais de la sexualité. Vu que tu parles des autres gens qui t'accompagnent dans cette aventure. On s'est appelé avec des copines humoristes et en gros c'était genre ce mec qui t'a violé, ah bah moi aussi. Moi je suis émue. C'est pas la surpopulation qui fait que la planète aujourd'hui va mal, c'est vraiment la surconsommation des 1% les plus riches. Je t'ai déjà appelé en ami au fond du trou parce que je me fais insulter sur les réseaux sociaux. Moi je la prends la place. C'est moi ici, maintenant. Bonjour et bienvenue sur Le Média. Pour ce nouveau numéro d'OZAP, on va s'autoriser à penser avec une humoriste qui brûle les planches du Palais des Glaces à Paris, en ce moment même, mais comme elle enflamme les réseaux sociaux depuis maintenant des années. Fille d'énarque, elle passe par Sciences Po Paris, par reproduction sociale, dit-elle, en ressort néanmoins diplômée, mais ne fera jamais carrière dans le domaine. Pourtant, aujourd'hui, à 33 ans, elle politise tout ce qu'elle touche et se revendique d'être une artiste engagée. Son spectacle, sobrement intitulé Calme, parle en réalité de ce qui la met en colère et illustre alors un parfait paradoxe avec son tempérament explosif, tout du moins vous allez le voir, qu'elle raconte subir avec humour. Mon invité n'est autre que Swan Périssé. Mais on s'autorise à penser dans les milieux autorisés. Alors ça, c'est encore un autre truc. Les milieux autorisés, vous y êtes pas, vous. Salut Swan. Salut Djemil. Comment vas-tu ? Ça va très bien et toi ? Bah, très bien. Est-ce que je t'ai bien résumé dans cette introduction ? Incroyable. C'est un peu la honte que tu dises que mon père est énarque, que j'ai fait Sciences Po Paris, j'ai l'air d'une grosse bourgeoise dans le média, mais c'est un plaisir. Tout. Alors que tu ne l'es pas du tout. C'est ça qui est intéressant en fait. On va en parler mais tu l'as ensemble. pas dit. Non, j'arrive, ils m'attendent à me voir comme ça. Bonjour à tous. Alors moi je fais des blagues sur ce qui me met en colère. C'est énervant quand il y a des cailloux dans la chaussure. Et on te voit d'un coup, on va te découvrir parce que certains ne te connaissent pas forcément. Et avant de commencer, les gens qui nous regardent actuellement remarquent qu'on se tutoie. Et on se tutoie parce que nous sommes amis dans la vie. Oui. Et on préfère le dire dès le départ que ça sera que les choses. De le cacher, je pense. Je crois que oui, ça serait peu professionnel de vouloir le dissimuler. On va jouer carte sur table. Alors, dans l'introduction, je rappelle que tu dis être une humoriste engagée, une artiste engagée. Mais je crois que c'est plutôt humoriste, mais c'est un peu la même chose. Ça veut dire quoi au juste ? Être une humoriste engagée. Est-ce que selon toi, c'est une obligation d'être engagé quand on fait de l'humour ? Alors pour moi, c'est pas une obligation d'être engagé quand on fait de l'humour, parce qu'il y a beaucoup d'humoristes qui me font rigoler, qui sont pas engagés. Mais moi, j'ai du mal à écrire des vannes où il n'y a pas quelque chose derrière. Soit une dénonciation du patriarcat, soit pointer du doigt des trucs absurdes dans la société, soit parler de choses qui me mettent en colère. Et souvent, ce qui me met en colère, c'est l'injustice. Le sentiment de colère, souvent chez les gens, ça part d'une injustice ou vraiment d'un truc aberrant et insupportable, en fait, où on a envie de changer les choses. Donc pour moi, c'est ça, être une humoriste engagée. Mais il y a des gens qui font très bien des blagues sur... quand tu prends ta douche chez les gens et que leur baignoire est sale, quand tu vas au repas de Noël et que t'aimes pas la dinde. Voilà, moi, je sais pas faire des blagues là-dessus, quoi. Vraiment, c'est pas le truc qui me fait hurler de rire, quoi. Et puis, il y a cet extrait vidéo 2022. On regarde. Mon but, c'est vraiment de faire rigoler les gens. Comme ça, ils abaissent leurs barrières et je vais à l'intérieur et je suis plein de changements, ils s'en rendent même pas compte. Ou encore sur Télématin, il y a quelques semaines, parce que le premier extrait c'était il y a 2 ans, 3 ans, et là c'était il y a quelques semaines, où tu donnais cette explication. Pour moi, c'est de la vulgarisation en fait. Si les gens, je leur fais la promesse de les faire rigoler, de rendre beaucoup plus drôle des gens qu'on voit d'habitude que sérieusement à la télé, bah, bien sûr, ils vont plus écouter leurs idées, ça va devenir plus digeste et plus clair. C'est le but aussi d'un humoriste. Bah, quand je vois ça, je me dis, mais elle est en mode cheval de Troie, en fait. Est-ce que exactement. Est-ce que l'humour, pour toi, c'est une arme politique ? Alors, je sais pas si c'est à moi de m'auto-appeler arme politique. Le bulldozer des vannes, enfin, tu vois, c'est un peu lourd. Alors, au-delà de toi-même, j'ai de l'humour. Ouais, je pense vraiment... je te donne juste un exemple de quelque chose qui m'a beaucoup touchée, qui m'est arrivé il y a quelques jours. Désolée, je fais des crises d'asthme en même temps. C'est ça d'être une grande sportive. C'est vrai. Pas du tout. J'ai juste monté les escaliers. Ça faisait 4 marches et demie. Mais ouais, j'ai reçu un message récemment de quelqu'un qui est venu voir mon spectacle Calme. Mm-hmm. Et c'est une jeune fille qui m'a dit « Bonjour Swan, c'était un super spectacle, il y avait une standing ovation. » Comme tous les soirs, je te le cache pas. Les gens avaient bien rigolé. Et la fille m'a dit « Coucou Swan, quand je suis rentrée de ton spectacle, j'ai raconté
toutes mes agressions sexuelles à mon copain. Et il était très ouvert à ça. J'avais jamais osé avant. Donc, merci beaucoup. Donc, c'est exprès que je te raconte ça. Je sais que tu as vu le spectacle, mais que je le raconte aux gens qui ne l'ont jamais vu. Ça vient déclencher quelque chose? Ça vient, je pense qu'en fait, vu que moi je parle de plein d'agressions sexuelles que j'ai subies, je parle de Depardieu, bien sûr, je parle de la différence de niveau je parle de, bah oui, pas forcément, c'est vrai, de Depardieu, je parle de la différence du niveau de colère entre des hommes hétérosexuels blancs privilégiés et tout simplement des femmes, et encore plus de femmes racisées. Donc je parle de plein de choses comme ça. Et je pense qu'en fait, voir quelqu'un en parler comme ça et faire des blagues, ça lui a... Alors que c'est juste rigolo, hein, ça lui a donné envie de se confier sur ça, et ça a un peu ouvert la porte sur des choses qu'elle n'osait pas dire avant. Et donc si je peux avoir cet effet-là, de libérer la parole, même au sein d'un couple d'amoureux, je me dis que c'est gagné, quoi. Et c'est vrai que tu abordes des sujets variés. Alors aujourd'hui, dans tes vidéos en ligne et désormais sur scène que tu avais déjà expérimenté il y a des années, et tu reviens depuis une année à peu près sur scène avec ce spectacle plus précisément, mais pas que, puisqu'on te voit sur scène aussi dans un podcast. Il y a une saison 2 qui arrive peut-être bientôt. Il y a plus de saison, voilà. Et même là aussi, ça s'appelle Il y a plus de saison, le podcast. Exactement. Et là, tu abordes le thème de l'écologie, mais aussi la société et ses travers. Dans tes vidéos, effectivement, le patriarcat, tout le sexisme, le féminisme, les violences sexuelles, etc. Oui. La sexualité aussi, on va en parler plus tard, et surtout de la scène. Ça c'est l'objectif de l'invitation aujourd'hui, évidemment. Mais pendant des années, ton contenu sur YouTube essentiellement est surtout divertissant. On peut pas dire qu'il n'était pas engagé, puisqu'on aime à dire que tout est politique, et évidemment, inconscient ou pas, c'est souvent le cas. Et le féminisme chez toi, je pense qu'il était déjà présent avant même que tu mettes le mot dessus. Ouais, je pense. On le voit dans tes vidéos. D'ailleurs, ma vidéo préférée de ta chaîne, je sais pas si tu le sais, mais je crois quand même, c'est quand tu racontes le jour où tu tombes dans un ravin avec un mec que t'aimes pas tellement à ce moment-là. Ouais, c'est vrai. Il me fait mourir de rire. Oui, je me souviens que donc on a eu un énorme accident de voiture et on a vraiment fait plusieurs tonneaux. On est tombé d'une falaise en fait. On est tombé à plus de 35 mètres de profondeur. Et on est upside down. Et donc on s'était disputé en fait avant la dispute. Et on s'est endormis tous les deux. Lui, il était au volant. Et je raconte que quand on se réveille quoi en bas du ravin, il me dit Swan, ça va? Et je fais exprès de pas répondre. Je suis là. Il me fait Swan, ça va? Je fais maintenant tu veux parler, hein? T'as des choses à dire. C'est terrible. C'est terrible. Même dans y avoir les pires, tu te prends ta petite revanche. Donc voilà, j'avais dit, le côté un peu explosif de la personne. Voilà. Et puis, il y a eu ce basculement vers des sujets, pour le coup, profondément, foncièrement politiques. Même dans ton attitude, ton accoutrement. Alors, t'as pas les boucles d'oreilles qui vont avec ma petite question. T'as des boucles d'oreilles Darmanin démission. C'est quand même assez incroyable. J'ai des boucles d'oreilles où il y a écrit Darmanin démission. Vous pouvez les commander. C'est une créatrice qui a une marque qui s'appelle Do You Hear Me et pas Hear. Do You Hear Me. Et elle fait plein de messages politiques sur ses boucles d'oreilles. Et souvent, je vais sur les plateaux télé, mais ici, j'ai pas besoin parce que je peux le dire, tu vois. Donc, je cache mes boucles d'oreilles. Et après, quand l'interview commence, je fais comme ça. Et il y a marqué Darmanin démission avec des doigts d'honneur comme ça. Bon, c'est subtil. Le cheval de Troie, encore une fois, on y revient. Effectivement, même physiquement, finalement. Alors, qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur qui t'a fait aller vers le politique? Même si je l'ai appelé en début, voilà. Qu'est-ce qui fait que, voilà. Les élections présidentielles, les dernières élections présidentielles, où je disais qu'il fallait voter pour Mélenchon. Et en fait, les jours d'avant l'élection, je passais énormément d'énergie je déployais énormément d'énergie à appeler mes proches et à leur dire de voter pour Mélenchon. Et en fait, je me suis dit, qu'est-ce que je fous là à multiplier 10 coups de fil et à être rincé à la fin, au lieu de faire une vidéo, quoi. Donc j'ai fait un réel. Et en fait, j'avais vu la story d'une influenceuse qui disait « C'est pas aux influenceurs de dire pour qui voter et tout ». Et j'étais vraiment pas d'accord. Alors bien sûr, il faut pas dire « Il faut que vous votiez pour machin », mais il faut donner son opinion. Pourquoi on est là? Parce que moi, j'étais influenceuse et j'ai vécu de l'influence, donc des placements de produits pendant des années, ce qui n'est plus le cas. Maintenant, je vis de la scène. Je me suis dit pourquoi nous serions pertinentes, nous les influenceuses, nous les influenceurs, sur notre avis sur les shampoings, sur le dentifrice, les séjours et les fers à boucler, quoi. Ce qui est politique quelque part. Oui, voilà, exactement. Et pourquoi on ne donnerait pas notre avis sur les élections? Donc ça m'a énervé de voir cette story de l'influenceuse, une meuf hyper connue. Et donc j'ai fait
Mais en même temps, je comprends que les influenceurs, influenceuses osent pas dire pour qui voter, voilà. Donc j'ai fait une vidéo où je voulais juste vous dire que c'est pas à nous les influenceurs de vous dire pour qui voter pour Mélenchon. Alors voilà, si par exemple je m'apprêtais à voter par exemple pour Mélenchon, eh ben je serais pas là, genre voter pour Mélenchon, je dirais éventuellement, est-ce que vous penseriez pas que quelqu'un est plus pertinent à avoir comme président, par exemple, Mélenchon? Et après, ça faisait un montage. Mélenchon. C'est vraiment de la propagande, quoi. Et en gros, je disais, si par exemple... Voilà, c'était quoi, ça fait 1,5 million de vues, mais c'était quelques jours avant les élections, donc je crois que j'ai appris que c'était un peu illégal. Donc j'ai supprimé la vidéo, je crois qu'elle a disparu. Je la retrouve même plus dans mes disques durs, donc vous ne pourrez que me croire sur parole. Ça fait 1 million de vues très très vite, en quelques heures. Et surtout, il y a plein de gens qui ont partagé, qui n'osaient pas dire je vais voter pour Mélenchon, parce qu'il n'y avait pas de contenu drôle pour dire qu'on allait voter pour Mélenchon, en fait. Et à partir de là, c'était freestyle, quoi. Là, j'ai dit, c'est bon. J'avais l'impression d'avoir défoncé toutes les portes et de dire... Voilà, puis c'est aussi quand voilà, on a pu assumer haut et fort. Bon, là, c'est de pire en pire depuis des mois, mais que Macron était en train de virer à droite. Maintenant, c'est carrément l'extrême droite. Mais où c'était moins la honte, quoi, de se distancier de Macron, parce qu'au début, il avait l'air un peu gentil, un peu centriste, un peu de gauche avant, tu vois, donc dans l'imaginaire collectif et tout. Et à partir de là... à partir de là, je me suis dit, les décisions politiques sont celles qui vont avoir un réel impact sur l'écologie, et donc il faut que j'en parle. Et donc j'ai lu le travail de plein de militants, j'essaie de le faire avec plein de militants et de vulgariser ça de façon comique. Et puis encore une fois, alors, j'ai l'impression que tu réponds avec cette réponse-là à ma question d'il y a quelques minutes déjà, le coup du l'arme politique. Là, on est vraiment dedans, quoi, finalement. Et tu te sers des réseaux sociaux, évidemment. Tu viens de YouTube, hein, de tes premières amours vidéo, je crois que c'est là que ça se passe. Mais tu sembles désormais investir de plus en plus sur les réseaux sociaux, et notamment celui d'Instagram. Pourquoi avant de te demander pourquoi, parce que en analysant un petit peu, même si je te connais, je m'étais jamais penché sur ton cas journalistiquement parlant, je vais te dire. Je suis allé fouiller, j'ai regardé, et j'ai l'impression que c'est là que tu t'es émancipé politiquement, que tu t'es affirmé dans ta revendication féministe, etc. Pas dans ton contenu, j'entends, mais dans ta revendication. Je me souviens même de cet extrait, je sais pas si on va le mettre, mais hilarant, tout du moins pour moi, où tu te moques des lignes de CRS devant ta salle de spectacle, où tu rôdais le spectacle calme. La dernière fois, il y avait la Bravem devant le théâtre, ambiance, tu vois. Et tu sais, ils faisaient super peur, parce qu'ils étaient à 2 sur des motos et tout. Sauf qu'en vrai, ils étaient en rang 2 par 2. Avec un policier à côté, 2, 4, 6, 8. Jean-Pierre? Où est Jean-Pierre? On va appeler sa mère, hein? Il y a un petit côté terrifiant et drôle en même temps. Alors pourquoi Instagram? Je pense qu'au-delà d'Instagram, c'est des formats très courts et où je peux parler face caméra. En fait, moi, je pense que je suis plus dans le coup sur YouTube, honnêtement, tu vois. 600 000 abonnés, tu fais quand même des records. Oui, oui. C'est vrai. Voilà. Je suis encore en tendance et j'ai quand même 600 000 abonnés, mais je fais moins de performances tout simplement parce que maintenant, les formats sont devenus des grosses idées de divertissement, des grosses productions. C'est un peu la télé désormais maintenant. Oui. Ouais, voilà, ça ressemble beaucoup à la télé. Et en fait, Instagram, il y a ce côté, t'as pas besoin de lumière, c'est très cut, juste tu te filmes toi, cheveux sales, toute belle ou pas, quoi. Sincère. Et en fait, ça donne de la place à l'écriture. Et c'est là que j'ai renoué avec le stand-up. C'est en fait en repassant par les Reels, quoi, Instagram, où j'ai reparlé en mon nom avec ma propre voix, en rendant drôle des opinions. Et c'est le propre du stand-up. C'est juste que j'ai réussi à le mettre sur Instagram. Et en faisant toutes ces vidéos, moi, je me suis dit, il faut que je porte ça avec un autre rythme, bien sûr, mais sur scène. Donc c'est ça qui m'a réconciliée avec la scène. Et je pense que ça marche parce que c'est la possibilité de faire une dizaine de vannes en 1 minute 30. Et c'est vraiment ça, le stand-up, quoi. C'est 1 minute 30. Tu défends un raisonnement de A à Z avec une boucle logique, en passant par là. Et au milieu, tu mets plein de vannes. Et c'est vraiment ça, le stand-up, quoi. C'est tu développes un propos en ton nom, sans fioriture, sans personnage. Et au milieu, tu places des vannes. Donc pour moi, en fait, j'ai toujours été faite pour la scène. Ça a toujours été... tu dis mes premières amours YouTube, c'est là que j'ai commencé à cartonner. Oui, mais avant, quand j'étais pas connue, c'était vraiment la scène, quoi. Et je pense que c'est là que je suis le plus forte, et donc ça résonne dans les formats courts. Et c'est la transition toute trouvée pour parler de ce spectacle, puisque c'est l'occasion qui est là, qui fait que je t'invite aujourd'hui. Dans Calme, Swan Périssé dans Calme, c'est le titre du spectacle, actuellement au Palais des Glaces à Paris, pour quelques semaines, quelques mois. Quelques mois. Jusqu'à fin mars.
Du coup, jusqu'à fin, vous avez encore le temps, même si c'est presque complet un peu toutes les dates, je Ouais. crois, c'est ça, hein. Mais bon, n'hésitez pas à prendre vos places quand même, parce qu'il reste toujours, Toujours beaucoup de places, ouais. quelques places. Et puis en tournée en France, mais aussi en Suisse, en Belgique. Ouais, c'est pas non plus dingo. C'est quand même fou. On dirait que tu parles d'une tournée internationale. Ah bah, dans la définition, ça l'est C'est international. international. Mais tout du moins Oui, en tout à fait. francophonie. Voilà. Avril, mai, juin, la plupart des dates sont complètes aussi, mais il reste des places. Je sais j'ai juste j'allais dire des bleds. Oh, quelle parisienne. J'ai juste des villes qui me restent, tu vas voir les villes que je dis en plus, mais qui me restent en tête. Il reste des places à Bernex, et il reste des places à Toulon, tu vois, des bleds. Mais pour qui me prends-je? Mais oui, il y a encore des places en tournée. Et ton spectacle, ouais. bon, c'est une tuerie. Je ne suis pas subjectif. Hein. Je crois d'ailleurs, scoop, aucun journaliste ne l'est sur rien. Je profite de l'occasion pour le rappeler. Donc ton spectacle est super, on se marre, ça dénonce, etc. Ça parlait normalement de sexualité. Les 30 premières minutes, je crois, c'est de la sexualité. On parle de sexualité, de ta sexualité, mais de la sexualité. Vu que tu parles des autres gens qui t'accompagnent dans cette aventure. Qui m'accompagne dans cette aventure. Tu as déclaré plusieurs fois que pour toi, l'intime est politique. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, en fait, au début, je croyais que j'étais juste forte pour faire des blagues de cul. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que c'est des endroits dans lesquels se révèlent beaucoup les violences sexistes, en fait, dans les sexualités. Donc, en fait, cette demi-heure sur la sexualité qui avant était juste rigolote, ça a changé parce que ça fait 2 semaines que t'as pas vu le spectacle et entre-temps, j'ai joué. Je vais venir. Non, t'inquiète, mais c'est juste pour te dire en 7 dates, en fait, moi, j'ai beaucoup changé. Bien sûr. Et en fait, toute cette partie, maintenant, elle parle de consentement. Je sais pas si tu te souviens, mais il y a beaucoup de vannes sur, je le dis haut et fort, je sais pas si j'ai le droit de dire ça à la télé, mais sur un homme qui essaie de me sodomiser de force, enfin plutôt par surprise. Surprise, très désagréable comme surprise. Voilà, et maintenant j'ai tout un sketch que t'as pas vu encore sur un mec qui me met les doigts dans la bouche. Alors j'ai mis les doigts dans la bouche, alors je le suis, alors il me remet les doigts dans la bouche, je le re-suis. Je dis c'est pas faire l'amour dont tu as envie, c'est d'aller à la pêche. Enfin vraiment, il y a un truc. Et donc je trouve que le patriarcat résonne beaucoup au lit, quoi. À ce moment-là, se révèle à ce moment-là. Et ça se révèle pas qu'à ce moment-là, malheureusement. Du fait que là, peut-être un vulnérabilité. C'est un truc dont je sais très bien parler, qui, en fait, c'est pas pour rien que ça fait rigoler, quoi. C'est qu'il y a une espèce de secret qui se révèle chez les uns les autres et tout le monde se rend compte que c'est universel finalement. Ouais, voilà, et donc politique. Ok, voilà. D'accord. Il y a aussi ce passage du spectacle. Peut-être qu'il a peut-être bougé parce que je peux mis depuis un petit moment. Enfin, ça va vite. Hein. Ouais, comme tu dis, tu réécris ton spectacle, j'imagine chaque soir. Enfin, après chaque spectacle, après chaque représentation. Il y a donc ce passage que je trouve personnellement hilarant et qui soulève tant de questions, tant de réflexions sur notre société. Où après avoir parlé encore une fois de sexe, de sexualité, comme tu le fais, et où tu expliques draguer lourdement des hommes. Ça a changé. C'est ça. Mais voilà. Ouais. Mais souvent, il existe ce passage. Ouais. Et je trouve très, très, très intéressant. Tu l'as fait sur scène plusieurs fois. Avant de lancer au public, imaginez si j'étais un homme. Ouais. Tu inverses le genre. Ouais. Tu fais ça. Et tu nous refais le sketch, plus ou moins. Et là, c'est incroyable de malaise et de drôlerie en même temps. C'est quoi le message à ce moment-là? Pourquoi tu as décidé de le faire? En fait, je suis même critiquée beaucoup sur les réseaux sociaux. J'ai fait notamment un épisode de Il y a plus de saison, donc c'est mon podcast qui se tourne sur scène. C'est un espèce de spectacle drôle où j'invite un ou une spécialiste de l'écologie. Et j'avais beaucoup sexualisé, mais alors vraiment, dragué ouvertement, un économiste. Timothée Paris. Ouais. On s'en souvient, j'ai été là dans le public. Timothée Paris. Oui. Je lui dis, je vous invite parce que vous êtes un spécialiste de la décroissance, mais surtout pour votre moustache, quoi. Et donc, en même temps, les gens hurlaient de rire, en même temps, les gens étaient très perturbés. Et en fait, c'est pas pareil de faire ça dans un contexte patriarcal où on n'est pas habitué à voir les femmes faire ça, que si c'était un mec qui était là, dis donc, joli décolleté, enfin, tu vois, ça n'a rien à voir, en fait. Et donc, c'est dérangeant, mais pour moi, c'est... Pourquoi tu le fais? Pourquoi tu attires l'attention sur ça? Mais parce que... Parce que c'est des deux êtres humains qui font la même réflexion sur l'autre être humain. Si on est égaux, enfin tu vois, mais on n'est pas dans le même. Voilà. Tout à fait. Il y a les violences. Les violences, c'est surtout des violences faites aux femmes. Les viols, c'est surtout des hommes qui violent, etc. Donc en fait, on est dans un contexte où j'aime bien déranger, choquer, et que les gens s'interrogent sur le fait que les hommes faisaient ça dans les années 90, mais sur les femmes, quoi. Ils le font encore pour beaucoup, malheureusement. Sur scène, j'ai pensé récemment, mais Fari, qui est un humoriste super connu, il faudrait que je revoie le sketch et tout, mais dans mes souvenirs, vraiment le sketch qu'il avait fait percer, c'était il se moquait des grosses qui mettaient des leggings, quoi.
Ah oui, je me souviens, Ouais, oui. c'est... Il y a même toute la séquence On ne demande qu'à en rire avec Ruquier sur France 2, ça date d'il y a quelques années, où des Jérémy Ferrari, des personnalités très connues aujourd'hui, des sketchs que j'ai revus il y a pas très longtemps, où clairement on leur dit waouh. Voilà, bon après peut-être que dans 10 ans, moi, ça sera scandaleux, hein, ce dont on parle tout de suite. Oui. Mais en fait, ce qui est intéressant dans ce sketch dont tu parles, enfin dans ce passage, parce qu'on dit pas trop sketch depuis les années 2000, mais c'est que je raconte que le consentement, ça m'excite. Et qu'un homme qui demande la permission et qui m'obéit, ça m'excite. Donc ça, c'est hyper drôle. Et donc je fais plein de vannes. Je dis, un mec, la première fois que mon ex m'a touché les seins, tu vois, il m'a dit, je peux. J'ai dit, tu dois. Et donc là, tout le monde rigole et tout. Et après, je dis, un peu de sucre avec votre café? Mais oui, allez-y, je vous en prie. J'adore quand ça déborde. Et après, je dis, globalement, maintenant, à chaque fois qu'un homme me demande la permission dans l'espace public, je suis là, mais il m'allume ou quoi? Donc ça, c'est drôle. Donc les gens se disent, elle est complètement tarée. Ça change aussi de montrer de changer de l'image de la femme qui veut être soumise, qui veut être dominée, qui veut être violentée, parce qu'il y a beaucoup ça dans l'imaginaire collectif, de dire au contraire, j'ai envie qu'on me serve, j'ai envie qu'on me demande, j'ai envie de pouvoir dire oui, allez au boulot, tu vois. Un truc, tu vois, inversion de masculinité et de domination. Ouais. Et après, je dis, imagine si j'étais un mec, quoi. Et je disais, moi j'aime cette fille, elle est plus jeune que moi, elle est docile, elle est sage, c'est hyper problématique, bien sûr. Mais c'est bien, voilà. tu viens mettre le focus là-dessus, et ça permet de se questionner effectivement. Alors, chose inédite, aujourd'hui, j'ai réussi à avoir un extrait de ton spectacle. C'est vrai, ça a été diffusé sur aucun autre média pour l'instant. Exactement, c'est inédit, car après des mois de rodage au République, justement, et pas que, hein, t'as fait aussi dans d'autres villes, un peu partout, mais essentiellement là. Alors, la première au Palais des Glaces, la première fut au Palais des Glaces, le 11 janvier dernier. J'y étais, et c'est pour ça que je peux me permettre de parler de spectacle. Une salle comble, 500 places, et surtout une salle debout pour la fin du spectacle. Comme tous les soirs depuis. C'est incroyable. Regardons un extrait. Qu'est-ce que j'ai entendu à la radio? L'autre jour, j'ai entendu un mec qui disait le féminisme, non, c'est bien, ouais. Mais maintenant, on n'ose plus monter dans un ascenseur avec une femme sans avoir peur de se prendre un procès au cul. Mais quoi? Non, tu ne peux plus agresser sexuellement une femme dans un ascenseur sans risquer de te prendre un procès au cul. Non, mais depuis MeToo, il y a une révolution féministe. Il y a eu des violeurs qui ont été mis en prison, pas assez. Il y a des lois qui ont été faites, il y a des vies qui ont été sauvées. Et il y a des mecs qui sont là, je suppose que maintenant je vais devoir prendre les escalators. Pourquoi? Complètement. Est-ce que, du coup, c'est très drôle, hein, on entend, etc. Mais est-ce que, ma question n'est pas du tout drôle, est-ce que tu es satisfaite de la situation, l'évolution de la situation des femmes et de leurs droits après le MeToo? Non, parce que là, tu dis quand même dans que maintenant on condamne, pas assez, mais on condamne. Est-ce que tu es satisfaite de ça? Non, je pense que c'est que le début, ce qui se passe pour les droits des femmes, ce qui avance, etc. Mais je suis effarée et horrifiée par, en gros, cette vanne, elle dit quoi? Elle dit, elle se moque des on ne peut plus rien dire, quoi. Oui. Des gens qui sont un tout petit peu bousculés dans leurs privilèges, qui doivent pour la première fois de leur vie se remettre en question, alors que les gens trans, homo, femmes, racisés se remettent en question en permanence parce que sont confrontés à un système qui les rejette avec violence. C'est la première fois qu'ils doivent se remettre en question. Et on parle de violences sexistes et sexuelles. Pourquoi quelqu'un dit maintenant on peut plus rentrer dans un ascenseur? Enfin, je veux dire, ça prouve que les préoccupations sont à des kilomètres, quoi. Nous on dit ça serait bien qu'on empêche les hommes de violer, et il y en a qui disent alors maintenant on peut plus monter dans un ascenseur sans avoir peur de se prendre un procès au cul. C'est vraiment pour montrer la disproportion entre les préoccupations de gens qui craignent pour leur santé mentale, mais leur santé physique, qui ont peur de se faire violer. Je rappelle que c'est un crime, qui ont peur d'être violés, c'est un crime de violer, qui ont peur d'être agressés, qui ont peur de pas avoir d'emploi, de pas gagner assez d'argent, de se retrouver avec des enfants sur les bras sans pension alimentaire, de se retrouver sans droit à l'avortement. On voit ce qui se passe aux États-Unis, qui ont des contraceptions qui donnent le cancer. C'est la meuf qui lâche tous ces trucs. Et des gens qui sont là, c'est désagréable, on me dit que je peux pas faire comme avant. C'est quand même fou, quoi. Ça révèle peut-être aussi ce passage-là, le fait qu'on ne croit pas forcément les femmes aussi. Bien sûr. Toutes peuvent m'attaquer pour me faire chier. Ou les femmes inventent.
Voilà. Des choses qui se passent dans leur imaginaire, dans les ascenseurs. Mais que dans les ascenseurs, hein. Vraiment, c'est n'importe quoi. Et puis du coup, là, je prononce le mot de MeToo, mais il y a désormais, je ne peux pas passer à côté, ce fameux MeToo dans ton domaine, le stand-up. Comment on le vit quand on est une femme ? Comment ça se passe ? Moi, c'est difficile. Hein. Moi, j'ai très mal vécu le MeToo stand-up. Bah, c'est très dur. C'est comme dans tous les milieux, je pense. Déjà, c'est des gens qu'on fréquente. Ça a été nos amis, nos collègues. Après, on se rend compte qu'on a laissé passer des choses qu'on n'aurait pas dû laisser passer, que nous, on n'a pas été violés, mais que ça aurait pu arriver. Voilà. Et donc, on se dit, bah voilà. Moi, j'ai été très touchée par tout le monde savait. Parce qu'il y a des accusations, des rumeurs qui traînent sur plein de gens. Mais en même temps, je me dis, qu'est-ce qu'on aurait pu faire ? Aller voir la police et dire, il y a eu une rumeur. Enfin, tu vois, aller forcer la copine qui s'est fait violer à dire, ah mais non, il faut vraiment que tu dises que tu t'es fait violer. Tu sais, c'est très compliqué, quoi. Et donc, c'est une violence, énormément de culpabilité. Je sais pas du tout si les hommes humoristes se sentent comme ça, mais voilà. On s'est appelé avec des copines humoristes et en gros, c'était genre, ce mec qui t'a violé, ah bah moi aussi. Donc, genre, gros blanc. Et oui. Et genre, bah... Excuse-moi, je suis émue, mais bien sûr, je c'est genre... Et on est toutes les deux là, genre, bah, je suis désolée, genre... Parce qu'on n'en a pas parlé, tu vois. Et qu'on savait pas comment en parler. Et que... On est plusieurs à avoir parlé, à avoir tourné en autodérision ou pas des viols que nous ont infligés des humoristes sur scène. Ils nous ont pas violés sur scène, mais on en a parlé sur scène. Donc moi, je fais des blagues sur... Donc cet homme qui a essayé de me sodomiser par surprise, il se trouve que c'est un humoriste. Enfin bon, je vais pas citer parce que voilà, mais il y a d'autres humoristes qui ont fait ça, etc. Et en fait, on se dit, bah on l'a fait un peu avec le pouvoir qu'on avait entre nos mains, c'est-à-dire des blagues, la possibilité de jouer devant 100, 500, 1500 personnes par semaine. Le refuge, c'est ça finalement ? Ouais, bah en tout cas, nous, c'est un pouvoir qu'on a, quoi. Puis aujourd'hui, on le médiatise à fond. Mais c'est très délicat, quoi. Le fait qu'on médiatise, qu'une humoriste, là pour le coup c'est une Belge, Florence Mendes, qui dit voilà, je peux plus me taire, et elle-même pas victime, mais elle sait, et elle le dit, voilà, c'est lui. Ouais. Et son spectacle d'après, il se fait huer, etc. Comment tu te sens face à ça ? Ben moi je trouve ça très bien qu'elle le fasse. C'est vraiment un gros coup de pied dans la fourmilière. C'est gênant du début jusqu'à la fin. T'es mal à l'aise, t'as envie de fermer les yeux, t'as pas envie de savoir. En effet, c'est terrible, mais j'en parlais avec des amis, ils m'ont dit, bah franchement ça va. Puis quand t'as 25 témoignages concordants, dont je sais pas, mais une bonne moitié qui parlent de viol, d'autres de sodomie forcée, tu dis bon c'est quand même beaucoup, quoi. Tu vois, on parle pas d'une fille. Ce qui serait déjà beaucoup, mais effectivement, voilà, là, ce qui serait déjà énorme, mais ouais. où c'est difficile de corroborer, corroborer, enfin de mettre à côté des témoignages. Là, c'est quand même beaucoup de témoignages. Ouais, bah mon ami m'a dit, bah non, je trouve que sa vie elle est plutôt douce, parce qu'il est pas en prison, quoi. Oui, il se fait huer sur scène, il est pas en prison. Donc, je pense que sa vie, ça va, tu vois. Après, il peut rentrer chez lui, aller violer des meufs encore en toute tranquillité. Non, mais voilà, je trouve ça très bien qu'elle l'ait fait. Et encore une fois, j'ai vu un humoriste dire oui, mais le tribunal médiatique. Mais en fait, le tribunal médiatique, il existe parce qu'aujourd'hui, il n'y a que 1% des violeurs qui sont punis. Donc, pour répondre à ta question encore d'avant, non, je ne suis pas du tout satisfaite du sort de la situation. Voilà, de la situation. Voilà. Alors, le féminisme, c'est vraiment le centre, souvent, enfin, de tes propos, de tes engagements, de tes revendications. Même si féminisme, il y a des féminismes, en fait. Hein. On peut pas dire, voilà, moi je suis féministe, toi aussi, donc on est pareil. Souvent, ça se fight. D'ailleurs, comment tu définirais le tien ? Il est quand même ton féministe, à toi. Ah là là, c'est difficile comme question. Ah bah non, mais bien sûr, on a eu 2 heures. Non, c'est pas vrai. La liberté d'être celle que l'on veut. Voilà. Mais complètement, c'est vrai que ça te définit bien. Il y a un peu trop de fleurs autour de cette phrase. Ah mais ouais, c'est vrai, mais le fait que de prendre la place que tu veux. Ouais, prendre la place. Moi, je la prends la place. Vraiment, c'est vraiment cliché, mais je prends la place. Je pousse, comme ça je fais. C'est moi ici, maintenant. Et je m'en rends compte, rien que d'être sur scène seule pendant 1h20 devant des gens, c'est dans une salle de 500 places, 3 fois par semaine. C'est fou, quoi. Enfin, tu vois, ça se faisait pas tant. Il y a 10 ans, il y avait pas beaucoup d'humoristes femmes qui cartonnaient. Là, il y en a de plus en plus et c'est super, mais je me dis ça, déjà, c'est politique, sur les quoi. réseaux, etc. Ouais, puis d'être là, de prendre la parole, de buzzer, de faire rigoler. Tu sais, moi, j'ai vraiment des personnages hyper beaufs sur scène. Je suis là, j'adore qu'on m'encule. C'est terrible. C'est terrible, ce petit gnome, quoi.
J'ai une nouvelle vanne là. Je raconte cette sodomie forcée là. Et j'y ai pourtant. Dieu sait que j'aime qu'on passe par les chemins de traverse. Et par traverse, j'entends mon cul. La liberté Je me dis, c'est quand totale. même incroyable. Tu peux dire ça sur scène. Ouais. Et du Et coup, les gens font des articles après. c'est vrai. D'ailleurs, je crois qu'à un moment donné, Je suis invitée à la télé après. C'est vrai, d'ailleurs, et pas que. On a vu tout à l'heure un extrait de Télématin, il y a eu Le Monde qui a fait un titre là-dessus aussi. Il y a eu plusieurs trucs comme ça, on va y revenir. Mais il y a un autre extrait que je voudrais qu'on regarde ensemble. C'est il y a 4 ans déjà, donc ça date déjà un petit peu, sur la scène du Montreux Comedy Club, donc en Suisse. Tu avais joué un sketch, pour le coup, là on peut parler de sketch, qui parlait alors de ton rapport au corps, au fait de devenir mère, etc. On regarde l'extrait. Bonsoir. Je suis youtubeuse. Je vais vous faire un petit tuto. J'ai pas mal grossi ces derniers temps et j'en suis très fière. Parce que mon copain et moi, ça fait des mois qu'on y travaille et je suis enceinte. Je vais pas le garder. Non, je plaisante. J'ai pas de copain. Non, je plaisante. J'ai un copain, il est super. Par contre, je vais vraiment avorter. J'ai pas très envie d'avoir un bébé. Voilà, je me sens pas d'être maman. Par contre, j'ai très envie de me marier. Ça m'excite beaucoup. D'ailleurs, j'ai fait ma demande la semaine dernière. Je me suis mise à genoux devant mon copain. Et il a cru que je voulais le sucer. Et il a dit oui. Il avait pas compris la question. Mon mec pense que quand je vais avoir 30 ans, je vais avoir envie d'avoir un bébé, ok ? Il me dit, tu vas voir, l'anniversaire de tes 30 ans, paf, tu vas vouloir un bébé. C'est naturel, c'est l'instinct maternel. En vrai, non. Parce que ça dépend des femmes, et puis ça dépend des époques. Parce qu'il y a des époques où les femmes, elles avaient des enfants vers 14-15 ans. Il y a des époques où à 30 ans, on avait plutôt l'instinct de mourir. Tu abordes ici l'avortement, entre autres, mais pas que. Tu fais rire en disant que tu ne garderas pas, etc. Et qui, une fois encore, et malgré les effets d'annonce, c'est pour le coup très politique ici, est un droit qui n'a toujours pas été mis dans la Constitution française, alors que bon... En ce moment, ils disent oui, on va pas la mettre, elle est pas menacée. Genre, le droit à l'avortement est pas menacé. On va pas le mettre dans la Constitution. C'est vraiment... Pour toi, ce droit est menacé, même en c'est France. C'est vraiment genre, tu viens de te marier, on va pas dire qu'on a chacun nos comptes. De toute façon, on s'aime. Enfin, tu vois, c'est vraiment débile, quoi. C'est hyper énervant. Est-ce que le droit à l'avortement est menacé en France ? Oui. Il y a l'extrême droite qui monte, qui gronde. On connaît les positions de beaucoup de gens d'extrême droite sur l'avortement, sur les femmes. Le confort dont parle Marine Le Ouais, Pen. voilà. Oui, c'est super confortable de se faire avorter. Vraiment, c'est cosy. C'est cocooning. Voilà. Se faire avorter, c'est Bien sûr. cocooning. C'est un hobby. C'est ça. Bien sûr. Mais donc pour beaucoup toi, plus pratique d'ailleurs de se faire avorter que de prendre la pilule. Ça prend moins de temps, c'est moins fatigant, c'est moins traumatisant. Enfin, vraiment, on adore. Vraiment 3 fois par semaine, c'est recommandé. Donc, pas chronophage en plus. J'ai envie de continuer, j'écris un nouveau sketch. C'est clair, là, t'es parti. C'est ça. Et oui, pour moi, c'est menacé. Et surtout, moi, ça m'a terrifié. Ça m'a vraiment terrorisé, ce qu'a dit Macron là sur le réarmement démographique. Et après, on va offrir un bilan de fertilité et tout. J'étais là, tu touches pas à mes œufs en fait. Genre vraiment, step back. Genre, c'est pas possible. Donc oui, bien sûr que c'est menacé. C'est sûr, tant que ce sera pas dans la Constitution. Pourtant, on veut changer la Constitution. Toi et moi, on voudrait une 6e République, je pense. Mais voilà. C'est une idée qui pourrait être intéressante, dans laquelle pourraient apparaître effectivement de droits de ce genre-là. Mais c'est vrai que tu citais tout à l'heure l'exemple des États-Unis. Au lieu, qui se veut démocratique et progressiste, et effectivement là-bas, on a pu voir ces derniers mois, même une fille et sa mère se faire condamner après avoir échangé des messages privé sur Facebook disant qu'on trouve une solution pour ton avortement. Voilà, c'est vrai que si chez eux c'est menacé, on peut imaginer que chez nous ça le soit aussi bien sûr. À un moment donné. Alors l'émission dans laquelle on nous exprime aujourd'hui s'appelle OZAP, on s'autorise à penser. On aurait pu dire on s'autorise à parler, on s'autorise à s'exprimer. Fais-tu partie de ces artistes qui dénoncent régulièrement qu'il est plus compliqué de s'exprimer, que la liberté d'expression est menacée en France aujourd'hui? Moi, je trouve pas du tout que la liberté d'expression est menacée aujourd'hui. coup, Surtout, on voit l'extrême droite partout sur tous les médias raconter des trucs des dingueries. Il y a Sarkozy qui sort un livre sur, en gros, les Noirs font trop d'enfants. Enfin, si j'ai bien compris, quoi, les Noirs et les Chinois font trop d'enfants. Ce qui est faux. Enfin, vraiment, je crois que c'est les 1% les plus riches qui polluent autant que 5 milliards d'êtres humains. Donc c'est vraiment n'importe quoi. C'est pas la surpopulation qui fait que la planète aujourd'hui va mal. C'est vraiment la surconsommation des 1% les plus riches. Donc on parle de 1% de la population
qui pollue plus que plus de la moitié de la population humaine. C'est n'importe quoi. Exactement. Donc non, la liberté d'expression n'est pas du tout menacée. Et moi, à échelle individuelle, comme je te le dis, je suis sur scène, je raconte des trucs, les gens m'ovationnent. Mes premières parties, c'est souvent des gens queer. La nouvelle vague féministe, on va dire, des humoristes. Jessé, qui est homosexuel, Lou Trottignon, qui est transsexuel, Mao Drama, qui est queer, Tani, qui est lesbienne et noire. Et ces gens sont... C'est important pour toi de faire monter sur scène ces gens-là ? Bah oui, déjà, elle et il sont trop forts et trop fortes. Vraiment talentueux. Et puis, d'habitude, une première partie, les gens, ils applaudissent. Mais là, ils applaudissent, ils crient, ça dure longtemps. Enfin, c'est vraiment incroyable. Je suis trop fière d'eux et elle. Et puis, d'ailleurs, ils sont complets pendant des mois. Ils n'auraient pas besoin de moi, en réalité. Hein. Ils sont dans les plus petites salles, mais voilà. Et donc, non, nous j'ai l'impression qu'au contraire, on est en train de devenir mainstream, alors qu'avant, on était des trucs de niche. Oui, mais la féministe, la meuf qui a les poils sous les bras et tout, quoi. Enfin, tu vois, je sais pas si qui que ce soit a déjà dit ça, mais oui, je crois que ça existait il y a quelques années, quoi. Donc ça se libère de ce côté-là, parce que les gens qui peuvent nous regarder, qui suivent nos programmes, peuvent se dire aussi, il y a aussi des attaques sur la liberté d'expression en France, sur la liberté de la presse aussi, etc. Ouais. Ah oui, Est-ce que il y a quelque chose qui est de l'ordre d'incompatible? Il y a une autre chose que je voudrais dire. Là, j'ai parlé vraiment de mon avis. Et d'ailleurs, je dis beaucoup plus de choses sur scène que ce que je dis sur mes réseaux sociaux. Par avoir peur du politiquement incorrect, faire des blagues douteuses. Ou de se positionner, ou se positionner. J'ai le temps de développer, divise. les gens ils m'écoutent. Il y a que moi qui parle. Enfin, tu as un truc dictatorial finalement sur scène. Mais oui, en fait, le problème, il y a plein de médias qui sont possédés par des gens très riches. Et j'avais fait un épisode il y a plus de saison avec Cécile Duflot, où on parle vraiment de la concentration du pouvoir médiatique, des magazines, de ce qu'on voit dans le métro, dans les journaux, à la télé, dans les fictions, qui est aux mains des milliardaires, quoi. Donc qui ont tout intérêt à ce qu'on ne parle pas de révolution, qui ont tout intérêt à ce qu'on ne parle pas d'écologie, qui ont tout intérêt à ce qu'on parle de changement vert, comme on disait, des développements durables à l'époque. Ou criminaliser les personnes qui... on le voit, le traitement, par exemple, en ce moment, là, on est en plein dedans, de la révolte des agriculteurs et agricultrices, qui peuvent commettre des actes illégaux. Notamment, là, il y a eu un bâtiment qui a été explosé à Carcassonne une nuit la semaine dernière. Ce genre de choses est traité pas, ou quand ça l'est, c'est coup de sang, etc. Alors que la même chose, par des personnes contre la réforme des retraites, par exemple, c'était violence, etc. Ouais. Donc, effectivement, il y a le lexique qui peut être utilisé dans les médias. Oui, bien sûr. J'en parle un tout petit peu sur scène. J'ai pas eu le temps de développer, mais je dis le traitement de la colère des personnes en banlieue quand la police tue 2 enfants noirs, quoi. Oui. On dit oui, regardez, ils brûlent des voitures. Est-ce qu'on ne devrait pas dire plutôt oui, regardez, c'est pas ouf de tuer des enfants non plus. Enfin, vraiment juste. Donc oui, bien sûr. Mais j'ai peu de connaissances sur ça, mais il faut regarder l'épisode avec Cécile Duflot. Et effectivement, tout ça sur YouTube, je crois, hein, c'est déjà sorti. Alors toi, plus personnellement maintenant, tu te sens toujours... Est-ce que tu te sens, c'est ma question, est-ce que tu te sens toujours pertinente, toujours à ta place, toujours légitime de faire ce que tu fais, de dire ce que tu dis, d'être là où tu es, alors que même, tu te dis souvent être en souffrance aussi, hein, tu souffres de ce que tu dénonces, hein, sur l'emprise autour de tout ça, le terrain aussi varié que l'écologie, le féminisme, etc., les questions de société. Est-ce que tu te sens toujours à ta place et légitime, etc. Non, enfin, il y a plein de sujets que j'aborde pas. Je me suis mis dans une galère. Je me suis mis dans une galère. Là, les 2-3 premières représentations de mon spectacle, je disais aux gens, qu'est-ce qui vous a énervé cette semaine ? Et donc, les gens, ils disaient Gabriel Attal, donc je faisais des vannes sur Gabriel Attal. Voilà, des trucs, la loi immigration et tout. Puis, il y a toujours quelqu'un qui faisait genre, Israël, la bande de Gaza. J'étais là, ouais, j'ai pas du tout envie de parler de ça. Et surtout, je n'ai pas de compétences. En fait, plus je fais des vannes sur des sujets graves, plus j'ai bossé avant. Moi, je suis pas très spontanée pour donner mon avis sur des situations que je maîtrise pas, quoi. Donc non, il y a plein de sujets sur lesquels je suis pas légitime. Après, quand j'en parle, en général, c'est que j'ai fait le travail de recherche, voilà. Mais après, je me suis plantée, je me planterai de nouveau. Tu dis pas parfois, après un spectacle, je sais pas, après, ou un passage que tu as supprimé ou que tu vas modifier, j'aurais pas dû. Ou alors, si, bien sûr. Tu veux que je te parle d'une vidéo ? Par exemple ? En fait, il y a beaucoup de pression sur les réseaux sociaux pour sortir des vidéos régulièrement, pour les algorithmes, pour faire des vues et tout. Et je voulais relancer ma page Vers chez vous, qui est une page Instagram dédiée à l'écologie, que j'avais beaucoup, qui était très active l'année dernière. YouTube aussi, hein, okay. Et une chaîne YouTube aussi dans laquelle je me suis rendue chez des abonnés en caravane pendant 2 ans pour les aider à mettre en place des initiatives écologiques. Et en gros, il y a 1 an, j'ai tourné une vidéo
pour ma page Instagram Vert chez vous, qui disait « Eh oh, les racistes, vous feriez bien de vous préoccuper du réchauffement climatique parce que plus il fait chaud, plus il va y avoir d'immigrés, quoi. » Sauf qu'il y a un an, c'était tout à fait audible et c'était de la provocation envers les racistes, quoi, pour dire arrêtez de faire genre, ça concerne les autres. Sauf que depuis, l'extrême droite s'est emparée des questions d'écologie pour limite y mettre des notions aryennes ou contre le grand remplacement. Contre le grand remplacement, donc mettre son nez dans la natalité, la nature des chasseurs, enfin tu vois des trucs hyper flippants. Et je l'ai sorti je l'ai sorti un an plus tard, donc là récemment. Et je me suis dit que j'aurais pas dû. D'ailleurs, je vais la supprimer. Ouais, comme ça J'espère que ton reportage sortira vite parce que on pourrait plus la retrouver. Exactement. Et donc ça a marché et tout, mais j'ose pas aller regarder les commentaires, c'est problématique. Quoi. Ok, pour toi, des fois, mais pourquoi les choses avancent et des fois on ne suit pas. Ouais. Il y a aussi certaines personnes qui peuvent et qui le disent de toi ou de tes propos qu'ils sont vulgaires. Et peut-être personne qui nous regarde en disant, dis donc, elle a dit cul, elle a dit machin, elle a des trucs. Qu'est-ce que tu réponds à ça, en fait, de l'usage de la vulgarité? Moi, je pense qu'ils n'ont pas tort. Et je pense que ça parle à beaucoup de gens et d'autres non. Enfin, s'il y a vraiment un truc que j'ai appris en étant humoriste, au début, quand tu es humoriste, tu vas vraiment jouer devant des publics inconnus. Et tu restes 5 minutes, 10 minutes et tu dois les convaincre avec ton univers, tes vannes. Et il y a bien un truc que j'ai appris, c'est qu'il y a toujours des gens qui ne t'aimeront pas, quoi. Donc, je dis pas de souci. On peut dîner ensemble vendredi, en fait, si tu veux. Bah, c'est ce que je te dis là. Après, je pense que je t'ai déjà appelé en ami au fond du trou parce que je me fais insulter sur les réseaux sociaux. Mais en fait, aujourd'hui, il y a tellement d'artistes. C'est pas niche, mais il y a des artistes pour tout le monde, quoi. Ce qui est un peu flippant d'ailleurs, parce que moi, je vois entre le spectacle que je joue à 19h et le spectacle à 21h, les publics sont très différents, même physiquement, tu vois. Mon public me ressemble, le public de l'humoriste après lui ressemble, tu vois. J'ai écouté un spectacle de stand-up récemment et j'entendais qu'il y avait que des hommes dans la salle, dans l'enregistrement. Moi, c'est des hurlements de filles, quoi. Genre vraiment, c'est des femmes qui viennent voir mon spectacle. Pour la plupart, il y a des hommes, mais c'est une grande majorité de femmes. Il y avait beaucoup d'hommes, voire certains qui venaient accompagner et qui se disaient, oulala. Qu'est-ce que je fous là? Au début, je dis, il y a des hommes. Je dis, qu'est-ce que vous faites là? Et là, tout le monde rigole, c'est rigolo. Non, ils m'aiment pas. Voilà, on m'aime pas. On me trouve vulgaire. Bon. Parce que le côté vulgaire, c'est marrant parce qu'il y a le côté, les propos qui peuvent être qualifié de. Il y a Le Monde qui écrivait justement sur toi en titrant, je cite, « Je suis féministe, politiquement incorrecte, et je parle de cul comme Janko disserte sur le nucléaire. » Donc finalement... Jancovici, ouais. Jancovici, que tu as invité, un premier invité, je crois, de ton podcast en question. Est-ce que utiliser l'humour pour vulgariser des contenus chiants, je te cite, tu le dis, que c'est chiant, le rapport du GIEC, etc., important, mais chiant à lire, pour reprendre tes mots, bien évidemment. Alors, pour parler d'écologie, etc., est-ce qu'il n'y a pas une limite à ça? Et je vais aller plus loin. Est-ce qu'il est possible que, pire, ça produise l'inverse? Éventuellement, imaginons que de venir blaguer, trop blaguer, ça peut venir peut-être dédramatiser, tenir éloigné des personnes des vraies informations et puis dire, moi, ça va finalement. Oui. Est-ce que tu dis ça des fois? Oui, je pense. Tu vois, j'en reviens à cette vanne, décidément, j'aurais dû l'appeler la sodomie forcée, ce spectacle. Mais non, mais j'en reviens à cette vanne et je me dis. S'il n'y a pas que ça dans son spectacle. Je te fais ta promo, t'es genre. Je parle vraiment de colère. Hein, mais je me dis, est-ce que les gens vont se dire, ah bah oui, c'est sûr que c'est pas ok de faire l'amour comme ça? Ou est-ce qu'il n'y a pas des gens qui seront là, ah bah c'est rigolo, voilà, on peut faire ça maintenant, les petites nénettes se marrent, tu vois? Oui, ça peut. Que ce soit parle comme ça. Hein. Mais. Oui, bien sûr qu'il y a des limites à ça. C'est pour ça qu'on n'est que humoriste, quoi. C'est pour ça qu'on fait pas de la politique, on se présente pas aux élections et qu'on sait pas répondre quand on nous dit Israël. Enfin, tu vois, c'est que nous, on peut faire des petites blagounettes sur des sujets qui nous prennent au cœur, qui nous émeuvent, etc. Par contre, l'écologie, il y en a vraiment pas beaucoup qui font des bonnes blagues dessus. Et moi, je pense que je suis forte. On laissera les gens aller vérifier ça dans ton spectacle, sur tes vidéos, bien sûr. Alors, pour finir, Swan, je te rappelle, mais que tu es quand même, il me semble, infatigable parce que tu produis des vidéos. Dans le sens, tu produis des vidéos, en parallèle, il y a le podcast et spectacle, en parallèle, il y a ce rodage de spectacle qui est devenu un spectacle, qui est maintenant tourné dans toute la France et même dans des pays autour. Il y a une saison. De droite, en fait. C'est ça. Tu produis énormément. Est-ce que finalement, un peu, tu t'habilles en bleu, donc peut-être que tu es de droite, on ne sait pas. J'ai pris la bonne couleur, moi, pour la circonstance. Mais je veux dire, est-ce que tu trouves pas que c'est trop la course vers la production? Tu dois produire et encore, ou alors tu le kiffes vraiment? Est-ce que tu le subis ou pas? J'ai eu plein de phases dans ma vie où je l'ai subi, et là, je le subis pas. Donc là, je fais beaucoup moins de réels, beaucoup moins de stories. Oui. Il y a plein de fois où
où ça se passe super bien sur scène et où j'en parle pas avant, pendant, après, tu vois. Je me dis juste, on vit le moment qu'on vit. Mais oui, il y a des années entières ou des mois entiers où je culpabilisais de pas faire 800 000 vues parce que j'en faisais que 700 000. Puis le mois d'après, j'en faisais 800 000. Je culpabilisais de pas en faire 1 million. Enfin, c'est sans fin, en fait. Ça, c'est vraiment les algorithmes, etc. Mais je pense que ça m'a beaucoup apaisé de retrouver la scène parce que, en fait, sur scène, quand tu fais il y a plus de saison devant 350 personnes, bah, tu dis, t'as bouleversé ces 350 personnes. Je dis bouleversé. C'est pas moi qui bouleverse, c'est souvent les invités qui, on rigole, et au fur et à mesure, ça devient de plus en plus profond ce qu'ils racontent. La dernière fois, on a eu Claire Nouvian. Je sais pas si l'épisode sera sorti encore. Il y a eu Cyril Dion, Jean-Marc Jancovici, Camille Etienne, Fatima Ouassak, Timothée Parek et d'autres. Et souvent, ça devient de plus en plus profond. Et à la fin, les messages sont dramatiques, mais j'essaie de remettre de l'humanité. Je fais chanter le public pour qu'on chante tous ensemble, etc. Donc je me dis, bah voilà, c'est gagné. Sauf que c'est que 350 personnes. Ce qui, sur les réseaux, je sais pas quand est-ce que c'est la dernière fois que j'ai vu 350 vues, mais ça n'existe plus, quoi. Au bout d'un moment, quand t'es un peu populaire sur les réseaux. Donc, je pense que je me suis je me suis détachée de ça, ouais. Eh ben, merci. C'était, merci à toi. Peut-être une dernière question, toute dernière. Est-ce que tu te sens à ta place et utile aujourd'hui, là? Ici, sur ce plateau? Alors, pas forcément sur le plateau, mais dans ce que tu fais aujourd'hui. Est-ce que tu te sens à ta place? Oui, pour moi, l'humour, c'est là où calme. Ouais. Bah, en fait, sur scène, ouais. Je trouve que c'est le seul moment où je suis calme. Dans ma tête. Parce que physiquement, ce que je dis, comment je gigote. Oui. Mais j'arrive sur scène et je suis soulagée. C'est trop bizarre. Alors qu'il y a 500 personnes qui sont là. Et moi, je suis là. Tout ce bruit vraiment, il y a une espèce de paix qui s'empare de moi. Où je suis en pilote automatique. Je sais pas, j'ai l'impression de nager dans une barbe à papa, genre. T'es chez toi. Ouais. T'es sur scène, t'es chez toi. C'est ça. Eh ben, ma foi, merci beaucoup, Swan Périssé, d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui aux médias. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, Jimmy. Avec ce numéro de Zap, qui j'espère aura plu aux téléspectateurs et internautes et internautrices qui nous regardent, téléspectatrices aussi. Voilà, on a tourné cet épisode le vendredi 26 janvier. C'est pas en direct, il y aura montage et publication plus tard. Je sais pas quand, on va voir. Et tu étais sur scène hier soir. Tu le seras de nouveau dans quelques heures. Mais à part au Palais des Glaces, on peut te voir où ces prochains mois? Il y a quelques dates encore, tu peux nous dire? Je joue tous les mardis au Salon des Indépendants à Montpellier. C'est un tout petit boui-boui dans lequel je viens que tester, rôder, improviser avec les gens et tout. Et avril, mai, juin, vraiment dans toute la France, quoi. Il y a Nantes, Rennes, Bernex, Toulon, plein d'autres dates un peu partout. Beaucoup à Grenoble, Bruxelles, Genève. Ouais, j'ai cru voir passer, effectivement. Voilà. Bah, tout est en ligne, ma foi. Merci encore à toi, Swan. Et à bientôt. À bientôt. Et quant à vous chez vous, merci d'avoir suivi cette émission. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à la suivre que moi à la préparer. À très bientôt.